Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue notre revue des large cap US. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les paramètres du screener. Donc on va prendre les sociétés états-uniennes cotées aux États-Unis ayant une market cap entre 655 milliards de dollars et 360 milliards de dollars. L'idée c'est d'avoir le top 20 ici, on s'arrêtera, donc on prend la 10e market cap jusqu'à la 19e. Et jusqu'à la 20e, pardon. Et on y va tout de suite avec ce screener. Donc, comme d'hab, on passe en revue les différentes colonnes du tableau. On a le symbole de cotation d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de flux, donc VE sur EBITDA, price earnings et price free cash flow. Alors, une valorisation par les actifs tangibles, mais c'est peu pertinent vu qu'il n'y a pas de financière ici. On est ensuite sur, si on a une financière quand même, on a JP Morgan. Ensuite, on a rendement des capitaux investis, donc ça c'est plutôt une rentabilité opérationnelle. Rendement des fonds propres, ça c'est plutôt une rentabilité financière, donc ça c'est plus intéressant pour les sociétés financières. L'endettement de l'entreprise, au dernier trimestre disponible, en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire, s'il y a des rachats d'actions ou une dilution, les bénéfices nets par rapport au free cash flow pour vérifier le payout ratio. On y va tout de suite avec Eli Lilly, donc c'est une pharmaceutique, un laboratoire pharmaceutique, 652 milliards de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est assez élevé, vu que c'est un secteur qui est assez mature, je pense qu'il y a de la croissance externe sur Eli Lilly. On est sur des multiples complètement exorbitants, 35 fois la VE sur EBITDA, 62 en price earning, 173 en price free cash flow. Rendement des fonds, des capitaux investis à 32,5, donc c'est très élevé. Il y a un peu de dette, mais rien d'alarmant. 1,2 fois dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 0,83%, donc c'est faible, mais ça c'est parce que l'entreprise est chèrement valorisée. 1,10 en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Les free cash flow sont 3 fois moins élevés que les bénéfices nets, donc on a versé une partie du dividende à crédit. Donc ça c'est pas bon. Et le Lilly c'est beaucoup trop cher, et les pharmaceutiques c'est un secteur qui est risqué, on sent donc plutôt à l'écart. Ensuite on passe sur JP Morgan. Donc la banque numéro 1 aux États-Unis, 604 milliards de dollars US de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est sur un PE de 11. C'est pas si cher payé, hein. C'est pas si cher payé. Bon, alors les banques, ça se paye moins cher que le reste, hein, à cause de la régulation, la faible croissance, etc. et les risques. Mais on est à un multiple qui est relativement faible pour JP Morgan. On est presque à un multiple européen pour les banques, donc ça peut être intéressant. Malheureusement, on n'a pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, donc il n'y a pas de décote, ça c'est dommage. On a un rendement des fonds propres qui est à 17,4%, c'est tout à fait convenable pour une banque. Le rendement du dividende est à 2,6%, ça c'est intéressant. 5,6% en rendement de l'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions assez massifs, avec un payout ratio de 25,3%, donc on a de la marge, on a les moyens de payer cette rémunération de l'actionnaire. Donc le payout ratio ça prend en compte que les dividendes, pour ensuite les rachats d'actions, c'est aussi... ça devrait rentrer aussi dans le payout ratio, mais comme c'est pas la norme, bon, on ne l'est pas. Donc il faudrait vérifier quel pourcentage des bénéfices est utilisé pour le rachat d'actions, mais je pense que ce niveau est complètement soutenable pour JP Morgan. Ensuite, Visa, 602 milliards de dollars de market cap, on est dans le paiement, le leader du paiement, le co-leader du paiement avec Mastercard. On est à 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est assez intéressant, c'est assez fort comme croissance, surtout que c'est la croissance organique. On a 23,7 en VE sur EBITDA, donc c'est cher payé, 31 en PE, 29,5 en price free cash flow. C'est des multiples normaux pour cette société. On est sur une société de croissance qualitative, très qualitative même, des taux de marge hyper élevés. Donc on se paye relativement cher, dans l'absolu cher, mais en relatif à l'heure actuelle, je pense que c'est pas si cher que ça pour Visa. 34% de rendement des capitaux investis, ça c'est bon. Quasiment pas de dette au bilan, très bien, 0,77% de rendement du dividende, mais 3,55% en rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions assez massifs. Donc ça c'est très bien, free cash flow équivalent au bénéfice net, un payout ratio à 22%, donc ce rendement de l'actionnaire est complètement soutenable chez Visa. Moi je pense qu'à l'heure actuelle ça peut être un dossier intéressant pour quelqu'un qui veut s'exposer à de la qualité. Ensuite, United Health, alors ils mettent Healthcare, Providers and Services, mais c'est plutôt de l'assurance, de mémoire. Donc en plus c'est une boîte qui a eu quand même pas mal de déboires et de scandales ces derniers temps. Le CEO a été assassiné récemment, je crois, donc bon, compliqué ce dossier. 506 milliards de dollars US de market cap, 10,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est élevé. 15,7 en VE sur EBITDA. Comme c'est une société plutôt financière, je crois qu'il vaut mieux utiliser le price earning, et il est élevé, 36 fois. On a 15% de rendement des capitaux investis, 15% de rendement des fonds propres, donc
plutôt bonne rentabilité, un peu de dette au bilan, mais rien d'alarmant à ce niveau. Il y a un dividende de 1,5% et un rendement d'actionnaire à 2,90, donc c'est plutôt correct, on va dire. Il y a un payout ratio qui est à 52%, bon, qui est, voilà, cette rémunération d'actionnaire, elle est soutenable à ce niveau. Elle ne va pas forcément augmenter beaucoup plus, et comme ça se paye cher ce dossier, c'est pour ça que le rendement d'actionnaire est pas si élevé que ça. Ensuite, Mastercard, donc le co-leader du paiement avec Visa, on a 439 milliards de dollars US de market cap, 10,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, croissance qualitative, un multiple de VE sur EBITDA 26, 35 en PE, 31 en price of cash flow. On a vraiment des capitaux investis qui est excellent, à 55%, même plus élevé que Visa. Alors le rendement des fonds propres, il est proche de 200%, donc ça indique, ça indique aussi qu'on fait des rachats d'actions assez massifs sur Mastercard. Quasiment pas de dette au bilan, donc ça c'est bien, un rendement de dividende à 0,6%, donc ça c'est pas si élevé que ça, mais un rendement d'actionnaire à 3,06%, donc on rémunère quand même correctement l'actionnaire avec des free cash flow plus élevés que le bénéfice net, donc on a complètement les moyens de cette rémunération d'actionnaire, elle va pouvoir même augmenter tranquillement. Pareil, Mastercard c'est comme Visa, en absolu c'est cher, par rapport au relatif de la boîte, on n'est pas si cher payé à l'heure actuelle, donc ça peut être intéressant si on veut s'exposer à de la qualité. ExxonMobil, on est sur l'oil and gas, le leader américain de l'exploitation pétrolière et gazière verticalement intégrée. On a 436 milliards de dollars US de market cap, 5,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Attention qu'on dépend du prix des matières premières énergétiques, donc il faut regarder surtout la croissance en volume et pas en chiffre d'affaires, puisqu'il y a l'effet prix qui va rentrer dedans. En VE sur EBITDA, on n'est pas cher, on est value même à 6,3, mon multiple value, moi c'est en dessous de 7, donc on y est. En PE et en price free cash flow, on est un peu en dehors de mes zones value, puisque moi ça serait plutôt 10 sur ces deux multiples, mais ça reste relativement pas très cher. On a 8,7 en rendement des capitaux investis, ça c'est correct pour le secteur, c'est plutôt bon, on a à peu près équivalent à Total, donc 0,5 fois en dette nette sur EBITDA, donc pas de problème sur le bilan, 3,9 en rendement d'actionnaire, en rendement du dividende, et 8,34 en rendement de l'actionnaire. Donc, excellent retour à l'actionnaire, c'est normal, société très mature, on rend du cash, puisqu'on n'a plus forcément de grosses opportunités de croissance. 50% en payout ratio, avec des free cash flow légèrement plus bas que le bénéfice net. Bon, on a quand même les moyens de cette rémunération d'actionnaire, elle va pas augmenter beaucoup plus à mon avis, mais voilà, Exxon, dossier value, toujours intéressant, même intéressant à ce prix-là, vu que ça a un peu baissé. Attention que actuellement on a le pétrole qui est en dessous des $60, mais à mon avis c'est pas durable, parce que le pétrole en dessous de $60, les non conventionnels, ceux qui font du sable bitumineux, le schiste, etc., ils sont pas rentables, donc ils vont arrêter de produire, et du coup ça va soutenir quand même le prix du baril. Donc je pense que ça peut être intéressant avec ExxonMobil à ce niveau. Ensuite Costco, donc là on est sur du retail, mais c'est plutôt un modèle particulier où c'est sous adhésion, sous forme d'adhésion, donc ce sont des abonnés qui vont consommer et bénéficier de prix discountés. Donc 403 milliards de dollars US de market cap, 10,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est élevé, surtout pour un retailer comme ça. On a 32 en VE sur EBITDA, c'est très cher, 53 en PE, 58 en price of cash flow, c'est beaucoup trop cher. On est à 22 en rendement des capitaux investis, bon c'est bonne qualité, par contre, c'est sûr. On n'a pas de dette au bilan, on est cash net, c'est excellent. 0,45 en rendement du dividende, ça c'est normal, l'action est beaucoup trop chère, donc du coup ça écrase le rendement du dividende. 0,68 en rendement de l'actionnaire, il y a un peu de rachat d'actions, mais rien d'extraordinaire. Un payout ratio à 20,6% avec des free cash flow légèrement plus bas que les bénéfices nets, donc on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire. Maintenant c'est beaucoup trop cher pour s'intéresser à cette action. Netflix, alors est-ce que c'est le leader? Ouais, c'est le leader du streaming, on va dire, de entertainment, donc c'est du streaming. On est sur 372 milliards de dollars de market cap, 14,11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est une croissance qui est élevée. On a 33,4 en VE sur EBITDA, c'est très cher, 43,9 en PE, 53,8 en price free cash flow, donc c'est une multiple hyper élevé, 21,8 en rendement des capitaux investis, donc on est bien rentable sur Netflix, aucun problème, quasiment pas de dette au bilan, à 0,8 fois dette nette sur EBITDA, il n'y a pas de dividende de verser, mais il y a un rendement actionnaire qui est positif à 1,50, donc on fait des rachats d'actions sur Netflix, c'est toujours ça de prix. Bon, Netflix, voilà, c'est pour de la croissance uniquement, là vous êtes sur des multiples qui sont quand même très chers. Procter & Gamble, là c'est tout autre profil, on est sur de la consommation non discrétionnaire, 371 milliards de market cap, 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est un secteur qui est très mature, 16,2 en VE sur EBITDA, 25 en PE, 24 en price free cash flow. Pourquoi elle se paye aussi cher sur un secteur qui est franchement mou, il n'y a plus de croissance, et en plus c'est la croissance externe qu'on fait ici, c'est pas de la croissance organique.
On a un rendement des capitaux investis à 20%, bonne rentabilité, en revanche, bonne qualité, ça c'est sûr. Moins d'une fois la dette nette sur EBITDA, donc au dernier quarter, c'est pas très endetté comme dossier. 2,5 en rendement du dividende, 3,8 en rendement actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Attention que le payout ratio est élevé. Donc on va pas augmenter le dividende de beaucoup à partir de là, puisque le payout ratio est quand même élevé. Ça reste une rémunération d'actionnaire qui est convenable, mais le dossier se paye encore trop cher pour que ça soit intéressant. Ça, c'est le genre de dossier qu'il faut avoir à 5% de rendement de l'actionnaire. Pas avant, puisque il y a plus de croissance. Donc, ça devrait être comme du ExxonMobil en termes de multiples. Donc, Procter & Gamble, trop cher à ce niveau-là encore. Johnson & Johnson, un laboratoire pharmaceutique, 371 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a plus de croissance, ils font pas de croissance externe apparemment. 12,4 en VE sur EBITDA, ça commence à être pas trop cher, 25,9 en PE, ça c'est un peu cher, mais 18,2 en presque free cash flow, donc je pense qu'il vaut mieux utiliser le multiple de free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc 18,2, allez, ça va, on va dire que c'est pas trop cher payé, mais il y a plus de croissance, donc c'est pas donné encore non plus, 18,6% de rendement des capitaux investis, par contre on est sur la bonne qualité, une bonne rentabilité, 0,6 en dette nette sur EBITDA, bilan solide, 3,3 en rendement du dividende, ça peut être intéressant, 3,7% rendement d'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Le payout ratio est hyper élevé, on est à 84, attention que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc on est peut-être plus proche de 70%. Ça veut dire aussi que le rendement d'actionnaire va pas forcément augmenter beaucoup à partir de là. Plutôt à l'écart de Johnson & Johnson. Qu'est-ce qu'on garde en fonction des profils dans ce screener? Alors, moi j'écarte ce qui est financier, j'écarte ce qui est pharmaceutique. Si vous voulez de la qualité, Visa et Mastercard, bien sûr. Si vous voulez de la croissance, vous prenez Netflix, qui est cher payé, mais si on regarde par rapport à... je préfère du Netflix à du Costco par exemple, et si vous voulez de la value, vous prenez ExxonMobil et le reste à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.